C'est un voyage passionnant. Evelyne Bloch-Dano nous invite à découvrir une centaine de maisons de grandes écrivaines et de grands écrivains. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes agrégé de lettres modernes et vous publiez ce livre qui a pour titre « Mes maisons d'écrivains d'Aragon à Zola ». C'est aux éditions Stock. Alors, on commémore cette année le centenaire de l'attribution du Goncourt à Marcel Proust pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Commençons donc avec ce grand écrivain. Quel était son rapport à sa demeure à la maison de Tante Léonie, aujourd'hui musée ? Alors, il faut savoir d'abord que cette Tante Léonie n'existe pas. Ouais. C'est un personnage de la recherche, voilà, de son œuvre. Donc, c'était en réalité la maison de sa tante et de son oncle. Et il venait à Illiers, qui s'appelle désormais Illiers-Combray, Combray, le nom du village de la recherche. Dans l'œuvre, c'est Combray seulement d'ailleurs. Voilà, c'est seulement Combray. Donc on a ajouté Combray à Illiers. Donc il venait en vacances assez fréquemment à Pâques, parfois l'été. Mais il faut savoir aussi qu'à partir de 9 ans, il n'est pas revenu dans cette maison. Donc, disons que c'est vraiment lié à son enfance, à sa petite enfance. Une œuvre liée à son enfance, source d'inspiration majeure tout de même de son œuvre, À la recherche du temps perdu. C'est l'une des sources, c'est-à-dire que Proust lui-même l'a très bien expliqué, il n'y a pas de clé unique. Ouais. Donc lorsqu'il raconte Combray, il évoque une petite ville qui ressemble certes à Illiers, mais il évoque aussi une maison qui est la fusion de plusieurs maisons, et en particulier une maison qui se trouvait à Auteuil et qui était cette fois-ci la maison de son grand-oncle maternel, ouais. Rue La Fontaine, où il est né du reste. Et là, il y allait très souvent dans cette maison jusqu'à un âge plus avancé. Donc la maison de la recherche, c'est un petit peu des deux. Un peu des deux, et c'est un site classé au monument historique depuis des années maintenant, depuis 1961, labellisé Maison des Illustres. Tiens, un mot justement sur ce label. Vous faites une liste à la fin du livre sur les maisons qui ont ce label. Il a été créé en 2011. Dans quel but ? C'était dans le but, disons, d'aider un certain nombre de maisons, pas seulement d'écrivains, mais aussi d'artistes, de personnes célèbres. Donc, ça leur donne, ça les valorise, si vous voulez. Ils peuvent aussi obtenir certaines aides. Ouais. Et il y a des conditions assez strictes à remplir. Et il faut en particulier que les écrivains en question soient suffisamment restés sur place et qu'il y ait des traces de leur passage. Dans leurs œuvres ou dans la vie. Alors Chateaubriand, l'un des précurseurs du romantisme français. Alors vous en tout cas vous le citez, hein, partout, oui. Silence, obscurité, visage de pierre, voilà le château de Combourg. D'emblée, là c'est vous dites d'emblée l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe fait émerger l'image pétrifiée d'un château féodal mystérieux et inhabitable. Oui, quand on lit Chateaubriand, l'évocation de Combourg est tout de même terrible. Hein. Ouais. Là, c'est la maison familiale dans laquelle il va véritablement habiter, mais ce château qui est, je dirais, assez massif, ouais. Qui est imposant, qui devait être glacial, dans lequel on entend le pas du père qui se déplace. Et je trouve que quand on visite Combourg aujourd'hui, ouais. On ressent absolument vraiment ce qu'il a ressenti et l'atmosphère. L'atmosphère d'autant plus glaçante qu'à 8 ans, il est arraché à Saint-Malo pour se retrouver dans ce château de Combourg. Là, oui. Le contraste est saisissant. Exactement. À Saint-Malo, il a une vie assez libre, où il peut courir, avoir des copains, des camarades. L'horizon aussi, et là, c'est isolé, en fait. Et il est dans ses murs, et il a finalement un peu... je dirais que ça a une place particulière aussi dans ses mémoires, parce que malgré tout, au fond, cette maison, elle est véritable. Ce château, il est véritablement attaché à Chateaubriand. Et là, on a un reflet très fidèle dans son œuvre, je trouve, de ce qu'est le château. Alors, quelques mots tout de même sur Hauteville House de Victor Hugo à Guernesey. Hein, après des mois de travaux, on en parlait récemment. Cette étonnante demeure anglo-normande de l'auteur des Misérables a rouvert ses portes. Il y arrive en 1856. Il va y passer 15 ans de son exil. Alors là, c'est à la fois une scène et un décor. La maison va profondément, là, pour le coup, l'inspirer. Hein. Ah, mais ça... Alors, écoutez, j'en reviens. J'y suis retournée hier et avant-hier. Donc, c'est vraiment tout frais dans mon esprit. Et je dois dire d'abord que cette restauration est magnifique. Et là, on a une maison unique, je dirais, parce que c'est une maison
qui est façonnée par Hugo. En fait, c'est une maison d'inscription, c'est une maison poème, c'est une maison langage. Je trouve que c'est un architecte d'intérieur invraisemblable qui invente le puits de lumière, cette vision aussi sur la mer et sur la terre, sur le jardin. Il dessine son jardin lui-même. Donc vous voyez, il y a vraiment là... Dessiner plan, c'est une maison. Alors, on peut être un peu... je dirais, on peut ne pas avoir envie d'avoir cette décoration chez soi. Ça, on peut le concevoir. Mais c'est quelque chose d'époustouflant. Marqueté de citations, de devises, de vers, Wielaus et langage, dites-vous. Alors, il y a aussi, il y a quand même des écrivaines, romancières, George Sand, il y en a dans votre livre. Alors là, on est plutôt à Nohant, dans l'Inde, Nohant romantique pour George Sand. Ah oui, alors Nohant, je pense que toutes les personnes qui ont visité Nohant ont été sous le charme de cette demeure. Et là aussi, vous savez, dans les maisons d'écrivains, l'imaginaire joue beaucoup. Et là, on est obligé de s'imaginer, parce que ça existait, que Delacroix, Liszt, Chopin, tous ces gens-là ont été là, enfin, à demeure. C'est d'ailleurs le fil rouge de votre livre, pardonnez-moi de couper, vous dites tout parle dans une maison d'écrivains, d'écrivaines, en fait, pour peu qu'on sache entendre, voir et imaginer. Ah oui, je pense. Il faut être attentif au bruit, à la nature, aux objets. Il faut vraiment se laisser du temps. Regarder, se laisser pénétrer par ces endroits qui ne sont pas forcément beaux, parce qu'un écrivain n'a pas forcément plus de goût. On voit aussi la demeure de Jean Cocteau. Il y en a beaucoup à l'étranger. Écrivains français, dans ce livre, vous avez aussi ouvert au monde. Il y en a au moins 16 ou 17 qui sont à l'étranger. On pense à la Chascona de Pablo Neruda, notamment, qui aurait peut-être toute sa place avec les leurs. Il y a la maison de la ferme africaine de Karen Blixen à Nairobi. Il y a des maisons aux États-Unis. Voilà, éditoire. Un vrai voyage, comme je disais. Oui, on peut visiter. Merci beaucoup, Evelyne Bloch-Dano. Mes maisons d'écrivains d'Aragon à Zola, c'est aux éditions Stock. Merci beaucoup pour ce voyage passionnant.